pouvoir du coup échanger ensemble un petit peu. Recording is on. Excellent. Merci Siri. Même si c'est pas forcément Siri, vous avez compris l'idée. Tac. C'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter du coup mon écran et je vais récupérer du coup les slides de présentation Docker qui ont été faites, je crois, pour la school 14 de mémoire. Alors, tac, que je me mette en full screen, tac, partage, hop là. Alors, a priori, tout le monde voit mon écran. Excellent. Oui. Super, merci beaucoup. Donc, en effet, on va parler de Docker. Avant d'en venir au sujet de ce qu'est Dockerfile concrètement, on va parler un petit peu de Docker, juste histoire de poser un petit contexte. Je ne vais pas m'attarder dessus, c'est vraiment juste pour voir un petit peu le sujet. Donc, je vais passer plusieurs slides et je vais en venir tout de suite. Autant je vais parler du concept un peu global, comme je vais juste parler un petit peu de l'écosystème pour qu'on comprenne finalement pourquoi est-ce qu'on en vient à parler de Dockerfile avant d'en venir au sujet en tant que tel. Donc, sur cet écran-là, on voit les différents concepts de base de Docker et finalement les différents liens qu'il peut y avoir entre chacun. Donc, ce qu'on voit globalement en gras, en noir, c'est ce qu'on voit, c'est les éléments principaux. Donc, on retrouve dedans le registre Docker en haut à droite. On retrouve les volumes à droite également, plutôt en bas pour le coup. On retrouve des conteneurs, des images, des Dockerfiles et puis des éléments un peu cachés comme les networks, etc. Pour le coup, le démon Docker, bon, c'est un élément, c'est un peu le moteur, donc on va faire abstraction de ça. Et puis également, du coup, l'autre Docker, c'est votre PC en tant que tel. On va également faire abstraction de cette partie-là. Donc, si on, du coup, se focus sur les éléments principaux, ça va être ce qu'on va trouver au milieu, et puis rapidement sur les côtés gauche-droite, et puis au-dessus. Donc, le premier élément à comprendre et qui est hyper important quand on parle de Docker, c'est le concept d'image. Les images, ça va être une sorte de template qui va permettre du coup d'instancier ce qu'on appelle des conteneurs. Donc des conteneurs, pour faire le chemin inverse, c'est une instance d'une image de la même façon qu'un objet serait l'instance d'une classe. Donc en fait, je vais prendre ce template-là, je vais exécuter à proprement parler du coup un conteneur qui va se baser du coup sur le template que je lui ai demandé. Sur ces conteneurs-là, du coup, donc sur ces éléments-là qui sont lancés, je peux du coup exécuter des actions dessus. Donc, comme si c'était un vrai environnement de travail, un vrai environnement sur lequel je pourrais faire mes actions. Donc, par exemple, ça pourrait être une machine Ubuntu ou une machine Debian, peu importe. Et globalement, je peux me connecter dessus, puis faire des ls, faire des cd, faire ce que je veux. Donc, une fois qu'on a compris ce principe-là de conteneur, ce qu'il faut comprendre d'autant plus quand on parle de conteneur, c'est que le conteneur, c'est un environnement isolé. C'est-à-dire que de base, il n'a pas de lien avec l'autre sur lequel il est instancié. Donc, par exemple, si je crée un conteneur Ubuntu globalement sur ma machine, elle est isolée en gros de mon Mac. Qui dit ça dit aussi également que toutes les données qui sont enregistrées sur le conteneur, finalement, elles sont propres au conteneur. Autrement dit, si ce conteneur-là, à un moment donné, je décide de l'arrêter et de le supprimer parce que je n'en ai plus besoin, bien aussi, j'accepte le fait que toutes les valeurs et toutes les données qui auraient été enregistrées à l'intérieur soient supprimées avec, du coup, le conteneur. Et donc, ce qu'on peut en venir à dire, c'est que finalement, les conteneurs ne permettent pas de persister la donnée. C'est pour ça qu'on utilise des volumes. Donc, les volumes vont permettre finalement de faire quoi ? De dire que plutôt que d'enregistrer la donnée sur le conteneur, je vais l'enregistrer sur mon PC à moi, sur mon Mac, et je vais faire ce qu'on appelle un partage de volume entre, du coup, mon PC et le conteneur. Ceci va me permettre de faire quoi ? Ça va me permettre de dire que le cycle de vie de la donnée en soi ne dépend pas du cycle de vie du conteneur. Donc, la donnée est stockée sur mon PC. Donc, je pourrais la reprendre plus tard. Ce qui est plutôt cool. Donc, ce qu'on peut faire ensuite, c'est qu'une fois que j'ai un conteneur et que je réalise des actions dessus, je peux créer des images à partir de ces conteneurs-là, en faisant ce qu'on appelle des snapshots. Donc, en fait, on peut avoir une sorte de petite boucle infinie qui se met en place à ce niveau-là. Et puis, j'y reviendrai juste après quand on parlera de Dockerfile, parce que c'est un concept important. Les images, en tant que telles, on peut soit les uploader sur ce qu'on appelle un registre Docker, ou bien on peut les récupérer. Autant dire qu'en gros, on peut faire soit les envoyer, soit en récupérer. Le registre Docker, c'est un endroit, c'est une sorte de bibliothèque. On peut voir ça comme étant une bibliothèque où il y a plein d'images, donc plein de templates différents, qu'on peut aller chercher, ou bien qu'on peut aller poser pour partager d'autres personnes. Donc, je vais à la bibliothèque, j'ai mon livre, je pose mon livre à la bibliothèque, n'importe qui peut venir le récupérer et puis en faire son usage.
À savoir que là, pour le coup, à la différence d'une bibliothèque, c'est qu'il ne va pas prendre le livre et le garder pour lui, il va prendre une copie du livre et il va la garder pour lui en local. Donc en fait, il ne garde pas en soi l'élément que j'ai construit. N'importe qui pourra l'utiliser. Ces images-là, du coup, ce qu'on en fait principalement, c'est qu'on va surtout les récupérer depuis ce qu'on appelle un registre. Donc en fait, toutes les images que je vous ai énoncées tout à l'heure, comme Ubuntu, Debian et toutes les autres, ce sont des images qu'on peut récupérer depuis cette fameuse bibliothèque-là. Donc souvent, vous allez retrouver dans ces bibliothèques-là les plus communes, donc le Docker Hub par exemple, c'est là où vous allez trouver toutes les images qui sont les plus utilisées, comme par exemple Ubuntu, c'est ce qu'on appelle aussi les images officielles. Donc vous avez du Ubuntu, vous avez du MySQL, du Postgre, vous avez du Node, vous en avez plein et plein. Parce que du coup, c'est là toute la communauté qui est ancrée, et puis pour le coup, la communauté Docker est très grande. Une des problématiques qui vient se poser un petit peu là-dedans, c'est, OK, j'ai une bibliothèque qui me propose plein d'images, par contre, comment est-ce que je fais pour répondre à un besoin qui est spécifique à mon use case à moi? Donc, j'ai une problématique qui correspond à mon projet, à mon besoin, donc je vais faire quelque chose de particulier. Comment est-ce que je fais si je ne trouve pas d'images sur cette fameuse bibliothèque-là qui me permettent du coup de répondre à ma problématique? Et donc, c'est dans ce cas-là où on va commencer à parler de ce qu'on appelle des Dockerfiles. Les Dockerfiles vont vous permettre de créer en fait finalement des images de manière custom. Donc, plutôt que d'aller récupérer des images depuis un registre Docker, vous allez créer vos images vous-même. Ce qui est plutôt sympa, parce que du coup, ça nous permet d'avoir la main sur ce qu'on fait. Et quand on est Ops, on aime plutôt bien avoir la main sur ce qu'on fait. Donc ces fameux Dockerfiles-là, avant d'y venir à comment ils sont construits, enfin à comment est-ce qu'ils sont décrits et comment est-ce qu'ils se font concrètement, pour comprendre le fonctionnement, il faut revenir un petit peu sur ce concept-là de j'ai des images et j'ai des conteneurs. Donc pour ça, je vais speeder un peu plus pour arriver à l'élément qui nous intéresse le plus. Ici, j'ai un exemple d'un Dockerfile. Donc le Dockerfile, il faut savoir qu'il s'écrit toujours de la même façon, avec un D majuscule, il s'écrit Dockerfile avec toutes les lettres qui sont écrites, sans extension. Donc ne mettez pas un point .txt, s'il vous plaît, ni de point .md. J'espère que c'est quand même acquis pour tout le monde. Dans ce fameux fichier Dockerfile-là, vous allez trouver ce qu'on appelle des instructions, des commandes, enfin bref, chacun peut donner un petit peu le terme qu'il souhaite. En soi, ce qu'on appelle les instructions et des commandes, c'est tous les éléments que vous voyez en gras, du coup, au début des phrases, pour ainsi dire. Donc ici, pour répondre, enfin pour expliciter un petit peu, ici, on a du coup 5 instructions différentes. Une qui s'appelle from, une run, une add, expose et puis cmd. Donc ce sont 4 instructions qui permettent de faire des choses différentes. Si je reviens sur le concept que je disais tout à l'heure de j'ai une image qui me permet du coup de créer un conteneur, et de ce conteneur-là, je peux faire des snapshots pour créer des nouvelles images. Pourquoi est-ce que je vous disais que c'était important de retenir cette information-là? C'est surtout parce qu'en fait, c'est comme ça que fonctionne le Dockerfile dans son workflow, au moment en fait, où il va lire le fichier. Autrement dit, j'ai 5 instructions ici. Ce qui va se passer, c'est que la première chose que va faire Dockerfile, c'est qu'il va prendre du coup la première instruction et il va créer un conteneur en se basant sur la première instruction. Autrement dit, ici, il va faire quoi? Il va créer un conteneur basé de l'image Ubuntu. À partir de là, du coup, il va prendre l'instruction suivante, donc ici le fameux run, et puis il va exécuter cette instruction-là sur le conteneur qu'il aura lancé. Donc un ptget update et puis un ptget install de Nginx. Pour le coup, c'est des commandes assez classiques. Donc en gros, là, je fais l'installation de Nginx sur le conteneur. Et puis Dockerfile, qu'est-ce qu'il fait? Dans son processus, il fait un snapshot de ce conteneur-là pour en créer une nouvelle image sur laquelle il va se baser pour l'étape suivante. Autrement dit, à la fin du run, j'aurai une nouvelle image qui sera cachée en soi, qui sera cachée et utilisée par Dockerfile pour exécuter celle d'après. Donc pour celle d'après, donc pour l'instruction suivante ici, le add, il va faire quoi? Il va démarrer un conteneur basé sur l'état qui a été fini finalement par celle d'avant, par l'instruction avant. Et puis, du coup, il fait une itération comme ça jusqu'à la fin. Autrement dit, je crée un conteneur, je fais une action, je recrée un conteneur basé sur une nouvelle image qui sera sur cet état-là, et ainsi de suite, en fonction, du coup, des différentes instructions qui apparaissent. Donc, le Dockerfile, globalement, c'est une suite d'instructions. Et à la fin, on retrouve une image. Et donc, c'est l'image que vous avez finalement demandée de par les instructions que vous avez écrites. Les instructions que vous pouvez avoir, elles sont très différentes et permettent de faire des choses très différentes. On en a vu quelques-unes ici, on en a vu 5, et puis on va voir là qu'il y en a plusieurs d'autres. Si on passe par quelques-unes assez classiques, on a le run qui permet d'exécuter une commande. On a workdir qui permet de définir, en gros, comme un CD, qui permet de définir le répertoire sur lequel on va faire les prochaines actions. On a env, par exemple, qui permet de configurer une variable d'environnement.
on a copy qui permet par exemple de copier un fichier depuis un dossier qui serait du coup sur le PC hôte vers le conteneur. Ça peut être intéressant. Et c'est une des choses justement qu'on va voir. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu le concept de Dockerfile, à quoi ça sert, on va essayer de rentrer ça maintenant dans un petit use case qui est une application Node que je vais vous montrer rapidement. Donc il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment juste un Hello World. Globalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai une application qui, quand je tape sur slash, me fait un Hello World et tout ça écoute sur le port 8080. Donc autrement dit, si je fais un npm run start, j'ai mon application qui va se lancer, je prends mon localhost 8080 que je vais mettre du coup dans mon navigateur, et puis j'ai un Hello World qui apparaît. Ok, donc ça c'est en gros l'état de mon application avant même de parler de Dockerfile. Avant même de parler de Docker, mon application me permet de faire ça. Là, tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est utiliser du JS. Pour l'instant, donc rien de bien compliqué. Donc maintenant, comment est-ce qu'on vient à rajouter cette notion de Dockerfile et qu'est-ce que ça vient faire concrètement? Le Dockerfile, il permet finalement en fait de figer l'état du code à un instant T et de dire, OK, quand je crée une image basée d'un Dockerfile, c'est que au moment où je vais le lancer, c'est-à-dire que je pars du principe que mon code il est prêt à déployer et du coup que je veux en créer une version. Au niveau des tests, il n'y a rien de spécial. Il y a juste un test pour dire que j'arrive à lancer Jest. Bon, en gros, je vérifie que 1 égale 1, quoi. Rien de compliqué. C'est vraiment juste pour les besoins du Dockerfile que j'ai fait ça. Et puis, dans le package JSON, du coup, on retrouve le start, on retrouve le test. Et puis, vous avez des dépendances prod et puis les dépendances de dev. Rien de compliqué à ce niveau-là, rien de particulier non plus. Si on en vient, du coup, à parler Dockerfile. Alors là, j'ai créé un Dockerfile pour les besoins de cette application-là. Alors, les plus aguerris en Docker pourront commencer à rigoler, c'est le moment. Et puis, pour les autres, ne vous en faites pas, vous allez comprendre pourquoi les autres auront rigolé. Si je lance du coup une commande qui me permet en fait de créer une image basée sur ce Dockerfile-là, concrètement, qu'est-ce que je ferai? Je ferai un Docker image build, et puis je lui mettrai par exemple un -t et puis du coup un tag, peu importe concrètement. Donc, si vous voyez après le -t ici, c'est le nom de l'image avec mon compte Docker Hub et puis la version de l'image que je vais donner. Donc ici, je l'appelle V01. Et puis le petit point que vous voyez à la fin, en fait, c'est le dossier dans lequel se trouve le Dockerfile que je veux builder. Donc comme je me trouve à la racine du projet Dockerfile optimisation ici, eh bien le Dockerfile, comme il se trouve dans le même dossier, eh bien je peux faire un point pour définir les dossiers courants. Jusque-là, très bien. Si du coup, je vais essayer de me rappeler ce que j'avais fait. Voilà, je crois que c'était. Bon, alors je vais pas le faire avec. Je vais plutôt faire des versions assez lointaines pour éviter de casser ce que j'ai pu faire. Si je fais du coup un build de ce Dockerfile en question, donc du coup pendant qu'il s'amuse à le faire, on va essayer de voir un petit peu ensemble ce qui se passe ici. Première instruction, je lui dis, je pars de l'image qui s'appelle Node. Donc, en gros, quelque part, dans Docker Hub, donc le registre Docker où je vais récupérer les images, donc la fameuse bibliothèque, j'ai une image qui s'appelle Node. Pour le coup, elle est officielle, c'est une qui est proposée par Docker. Donc, je récupère cette image-là, je lui dis que je me place dans un dossier qui s'appelle /home/app. C'est comme si je faisais un CD, finalement. Donc, vous connaissez le lien maintenant. Je fais un copy du package JSON, donc que j'ai moi ici en local, donc ce fichier-là, que je vais envoyer du coup dans le dossier courant de /home/app dans le conteneur. Je vous rappelle que quand je définis un workdir, ça définit le dossier courant pour toutes les commandes qui viennent ensuite. Donc je lance ça. Donc en gros, mon fichier de package JSON va se retrouver dans le conteneur. Ensuite, je lance des commandes npm pour des trucs en particulier. Donc j'enlève la progress bar, je définis quel est le niveau de depth au niveau des node modules, si je veux rentrer dans le détail ou non. Et puis, je fais un npm install pour installer des dépendances. Donc, les dépendances, globalement, c'est les éléments que j'aurais définis dans les dependencies ici. En gros, gest, supertest, etc., etc. Et puis, je fais un clean, on s'en fout un petit peu. Je fais un copy, donc en gros, je prends mon application et je la mets dans le conteneur. Je dis, je précise dans mon Dockerfile sur quel port j'écoute au niveau de mon application. Alors, quand je mets le expose ici, on parle bien de documentation et non pas d'exposition à en parler. C'est-à-dire que si vous voulez faire l'exposition vraiment du port 3000, il faudra le faire au moment où vous allez lancer le conteneur et non pas à ce moment-là. Le fait de mettre l'expose ici va seulement documenter. Et puis, je lui dis avec quelle commande il doit lancer du coup le conteneur. Donc ici, si je fais un npm run start, globalement, ça va être la commande avec laquelle va démarrer le conteneur. Donc si on regarde un petit peu à gauche ce qui s'est passé au niveau du build du coup de la V10, qui se du coup base sur le code de la V0, qui est du coup ma branche ici.
Il prend en fait les différentes, ce qu'il appelle des steps. Donc les différentes steps, globalement, c'est les différentes étapes qui sont définies ici, donc les différentes instructions. Il prend chaque instruction et du coup, il va l'exécuter une à une. Et puis, du coup, il va créer il va l'exécuter pour, du coup, à la fin, créer l'image. Donc, on voit ici qu'il récupère from node, il fait un rework dir, copy, etc. On retrouve les différents éléments qu'on a pu voir. Et puis, à la fin, il nous dit, j'ai bien réussi à taguer ton image. Et du coup, elle existe sous le nom Samuel Antunes, nanana, / dockerfile underscore opti de .v10. Ce truc-là, je l'avais déjà fait, donc je ne vais pas utiliser directement cet élément-là, mais je vais plutôt vous montrer les images que j'ai déjà, moi, de mon côté. Alors, je vais plutôt le faire avec mon grep, sinon... On oublie la V10, on considère que la V10, c'est l'équivalent de la V0 que j'ai ici. Donc, ce qu'on peut voir à droite, c'est finalement le taille d'une image. Donc, la taille de l'image V0, ou bien la V10 hein, qu'on vient de faire à l'instant, on voit ici que la taille de l'image, elle est de 1 gigabit. Autrement dit, c'est une image qui est, pour le coup, plutôt lourde. Alors, est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionne pas? Alors, pour le coup, non, parce que si, du coup, je vous montre un petit peu les conteneurs qui tournent aujourd'hui chez moi, j'ai un conteneur qui tourne sur une V0, un conteneur qui tourne sur une V01, un sur une V2 et puis un sur une V1. Si on regarde la V0, elle tourne aujourd'hui sur 000 3000. Alors du coup, est-ce que ça marche? Si je fais entrer ça dessus, ça marche bien. Ce qu'il faudra comprendre, c'est que ce qu'on va faire aujourd'hui sur l'optimisation, ça ne veut pas dire que faire mauvais va permettre ou non de faire fonctionner l'application. Dans tous les cas, ça va fonctionner. Le vrai sujet va être de comment est-ce que je fais pour optimiser au mieux mon Dockerfile pour occuper le moins d'espace possible. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. Donc, si je pars de ce principe-là, ici, j'ai entre guillemets un des cas. Alors, on aurait pu faire encore pire, mais en tout cas, on a là un des cas d'images Docker qui pourrait du coup être utilisé pour déployer une application Node.js comme on vient de voir à l'instant sur le navigateur. Cependant, on voit également que la taille de l'image, il est à plus de 1 giga, ce qui pour le coup pose problématique. Pose problème, en tout cas pour notre utilisation à nous. Donc, quelles sont les différentes actions qu'on pourrait apporter pour, du coup, faire un petit peu différemment? Alors, je regarde juste un petit peu ce que j'avais fait. Je vais vérifier que je n'ai pas fait n'importe quoi dans mon app.js. Ouais, c'est normal. Tac. Je prends un petit peu, c'est pas le sujet. Et du coup, je passe sur master. Je crois que mon master, c'est ma V0 intermédiaire. Si je passe sur master, donc on retrouve un petit peu les mêmes éléments que j'avais déjà. Donc on a le fameux workdir, on a le fameux package JSON que je passe sur mon application, on a les différentes commandes npm que j'ai pu lancer juste avant, on a le copy de l'application, on a toujours l'expose, et puis on a toujours la commande que je vais démarrer. Finalement, ce qui a changé, ce sont ces trois éléments-là. Ces trois éléments-là, quelle est finalement la décision qui a été prise ici pour optimiser déjà dans un premier temps mon image Docker? La première chose, ça a été de dire, OK, mon image Node, elle est très lourde. Alors ça, je peux le voir en allant sur Docker Web en question, ou bien justement via les Docker images ici. Si je retrouve mon image Node, je peux voir nativement quelle est la taille de l'image Node. Donc on voit ici qu'elle fait 700 mégas à ce niveau-là. Donc juste l'image Node de base, elle est très lourde. Donc je vais déjà essayer de gagner de l'espace là-dessus. Donc une première chose qu'on peut faire, c'est me dire, OK, je pars d'une image qu'on appelle des images alpines. Je ne vais pas rentrer dans le sujet de ce que c'est que des images alpines dans les faits, mais dites-vous que c'est des images, pour le coup, très petites et qui sont très optimisées côté espace par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Globalement, des images alpines, c'est des versions Debian beaucoup plus légères et faciles d'utilisation, où du coup, vous pourrez faire des commandes classiques comme des ls, des cd, etc., comme on connaît, sans apporter tout le moteur et toute la complexité que pourrait avoir une machine Debian de manière générale. Donc là, on décide de partir d'une image alpine. Et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est que plutôt de partir sur une image Node classique, on va installer nous-mêmes Node. Et rien que le fait d'avoir déjà changé cette petite partie-là, on retrouve déjà une image bien plus petite que ce qu'on pourrait avoir. Donc, si je vous montre les Docker images à nouveau, comme je l'avais fait à l'instant, avec mon grep Dockerfile, si on regarde, du coup, cette fois-ci, la V01, on voit que rien qu'ici, déjà, je suis passé à 180 mégas au lieu des 1 giga que j'avais avant. Donc, j'ai gagné déjà beaucoup d'espace rien qu'en ayant changé l'image de départ et en installant Node.js moi-même. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de tout ce que porte Node.js. Je n'ai besoin que d'avoir NPM globalement. Et puis, en soi, le moteur Node. Donc, une première chose, c'est de faire ça. Donc, ça fait déjà plutôt une grosse opti. Alors, est-ce que ça fonctionne? Si je refais un Docker Container LS et que j'affiche du coup ma version V01,
donc qui ici écoute sous le port 3001. Donc si je prends cet élément-là et que je vais sur mon navigateur, 3001, je fais actualiser, etc. J'ai toujours mon Hello World qui fonctionne. Donc les modifications que j'ai apportées n'ont pas compromis, en tout cas, le fonctionnement de mon application. Donc pour le coup, c'est une bonne chose. Passons à l'étape suivante. Tac, je vais plutôt maintenant git checkout et je vais passer à ma V1. Pour ma V1, on va essayer de retrouver un petit peu les différents éléments que j'ai pu faire. On retrouve toujours le update et l'install de Node.js avec des choses en plus. On retrouve toujours le workdir, le copy du package JSON. On retrouve toujours les commandes npm ici. Et puis le copy de mon application, le expose 3000, et puis toujours une commande qui permet de start l'application. Et puis toujours le npm, enfin le from API tout en haut. Qu'est-ce qui a changé concrètement par rapport à l'étape d'avant? Et bien en fait, finalement, ce qu'on a dit, c'est que plutôt d'avoir des runs en gros unitaires pour chaque commande en soi, on a décidé en fait de les chaîner en une seule. Quel est l'avantage de faire ça et qu'est-ce que ça apporte? Et en fait, ce qu'on appelle, de la même façon que les commandes que vous voyez ici, les instructions que vous voyez ici sont des instructions qui sont lancées sur le conteneur. À chaque fois que vous faites, on se rappelle du processus, hein, je crée un conteneur, du coup, je crée une nouvelle image basée sur le nouveau conteneur, ainsi de suite. En fait, plus du coup vous avez d'instructions et plus vous avez de layers et donc de conteneurs qui sont créés intermédiairement avec du coup les images intermédiaires en question. Donc globalement, plus vous avez de layers et plus vous prenez d'espace. Donc dans l'idée, une des façons d'optimiser au maximum aussi votre Dockerfile, c'est de réduire le nombre d'instructions que vous pouvez réaliser. Donc pour ça, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a chaîné globalement les différentes commandes. Donc je fais un update, je fais un ajout de Node.js, et puis il y a une petite particularité, c'est que comme j'ai ajouté tous les outils dont j'avais besoin, globalement j'ai ajouté Node.js. Bah, quand je fais ça, en fait, je n'ai plus besoin d'avoir toute la liste des librairies que je peux installer sur le conteneur. Donc ce que je peux faire, c'est supprimer tout le cache APK qui contient du coup toutes les librairies qui ont été installées par le APK Update. Autrement dit, c'est comme si je disais, j'ai plein de livres à disposition, j'en garde un seul, du coup je peux enlever tous les autres parce que je n'ai pas besoin des autres. Voilà un petit peu ce qui se passe sur cette commande-là. Et du coup, plus bas, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un petit peu le même principe, c'est juste que cette fois-ci, plutôt que de les lancer une après l'autre, je vais lancer d'affilée. Donc ici, je vais faire un set progress false, toujours pareil, donc je fais le double et commercial pour chaîner les commandes et la suite des autres. Et puis ensuite, je rajoute du coup les différents éléments que j'ai pu avoir la fois d'avant. Donc ceci me permet du coup d'avoir une V1 qui du coup me permet d'avoir une version encore plus petite. Donc si je regarde ma V1, cette fois-ci, elle fait 128 mégas au lieu des 180 mégas. Donc on est déjà sur un niveau d'optimisation encore un poil plus loin. Si on regarde toujours le fonctionnement de l'application, containerls, j'ai ma V1 qui tourne à ce niveau-là, donc pour le coup sur mon port 3003. Si je reviens sur mon navigateur, est-ce que le 3003 fonctionne encore? Tout à fait. Donc mon application, toujours pas compromise. Et pourtant, je continue de gagner de l'espace sur l'image que j'ai créée. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et là, accrochez-vous parce qu'on va passer à un élément encore un peu différent. Tac, 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 excusez-moi. Alors, j'ai sauté pas mal d'étapes sur la version 2 parce que c'est là où on arrive sur un niveau d'optimisation un peu plus élevé. S'il veut bien se mettre à jour. Ah oui, du coup, il n'a pas... Merde. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, je dis de la merde, dis-moi 2 secondes. Ok, voilà. Il a eu du mal à recharger. Donc, je reviens sur mes principes. Donc, je disais que ce qui va se passer sur la V2 ici, donc la version un petit peu plus optimisée par rapport à celle d'avant, elle est totalement différente dans le sens où on vient apporter un nouveau concept dans Docker, qui a été intégré dans la version Docker 17.04 de mémoire, qui s'appelle du coup le multistaging. Le multistaging, c'est un niveau de complexité qui vient se rajouter quand on vient faire du Dockerfile. C'est le fait d'introduire entre guillemets, des images intermédiaires dont je vais faire abstraction à la fin. Autrement dit, ici, j'ai une étape. À chaque fois que vous voyez un from, globalement, c'est qu'on se considère un stage différent. Donc ici, j'ai un stage qui s'appelle du coup base node dans mon cas ici. J'ai un stage ici basé sur mes dépendances. J'ai un stage pour les tests. Et puis, j'ai un stage pour en soi ma release, donc pour ma version finale, ma version qui sera utilisée à la fin. Je vais essayer de décrire un petit peu tout ça.
Ici, on commence toujours pareil par la version Alpine. Alors, il n'y a pas ne prenez pas en compte les gens un peu plus sécurité, ne soyez pas trop méchants avec moi. Je sais que j'ai pas fixé les versions, il y a pas mal de choses qui ne sont pas prises en compte. Ça pourra faire trigger plus d'un. Ne vous en faites pas, on est vraiment sur le sujet d'optimisation plus que de sécurité sur le sujet. Le Fa, je pense à toi. Du coup, là, j'ai un from Alpine. Toujours pareil, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais faire l'update et du coup, je vais dire les outils dont je vais installer. Donc, pour le coup, ici, je lui dis installer Node.js et NPM. Pourquoi? Parce que pour le coup, après la version, dans les versions Alpine les plus récentes, on l'installe un peu différemment par rapport à celle que je vous ai montrée avant, qui était sur la 3.5. C'est pas le sujet, c'est pas très grave. Globalement, ce que je dis ici, c'est quoi? C'est que la base de mon application, c'est j'installe Node, j'installe NPM, je définis le dossier de travail et puis j'envoie mon dossier de dépendance. Enfin, mon fichier de dépendance, mon package JSON. Donc ça, c'est l'élément le plus petit que je peux avoir pour porter l'application. C'est-à-dire que là, globalement, si je fais un copy de mon app.js et que je la mets dedans, globalement, en soi, ça, c'est l'élément le plus petit que je peux avoir pour porter cette application-là. Mais on va ajouter d'autres choses. Première chose, quand vous savez, quand on a un package JSON, c'est qu'on a des dépendances à installer. Donc, il faut faire un npm install à un moment donné. Donc, si je pars ici dans mon deuxième stage, ce que je peux faire, c'est de dire, en me basant, plutôt que de faire un from depuis une image Docker, je peux faire un from depuis un autre stage. Donc là, en fait, au niveau de mon Alpine, ici, la toute première stage que j'ai créée, le stage là, je l'ai appelé base. Autrement dit, quand je fais un deuxième stage, je peux dire, plutôt que de partir d'une image Docker sur Docker Hub, je peux partir du stage d'avant. Donc, from base, qui est défini plus haut. Cette fois-ci, je l'appelle dependencies. À l'intérieur, on retrouve quoi? On retrouve toujours le progress false, le npm config set dep, etc. Cette fois-ci, juste une particularité. Alors là, je l'ai séparé pour qu'il soit visible plutôt que de la rajouter à la fin. Je fais un install des dépendances uniquement propres à la production. Donc en gros, je fais l'install en gros des dépendances de prod. Ici, je fais quoi? Je lui dis que je copie toutes les dépendances de prod, parce que du coup, dans le node module, je retrouve toutes les dépendances qui ont été créées par le npm install juste avant, et je vais les placer dans un dossier qui va s'appeler prod node module. Ensuite, je fais quoi? Je fais un npm install. Donc, j'installe cette fois-ci tous les modules, même ceux qui sont en dev, enfin les dépendances de dev. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je crée un nouveau stage. Cette fois-ci, il va se baser sur l'étape juste avant, donc le stage juste avant. Cette fois-ci, je vais l'appeler test. Je vais envoyer mon code dessus. Je pourrais être encore plus précis et envoyer uniquement mon dossier de test si je le voulais. Et puis, je fais npm run test. Enfin, npm test ici dans ce cas-là. Donc, il va faire quoi? Il va lancer le test jest sur le test que j'ai créé ici qui s'appelle app.test.js. Et ça fonctionne grâce à quoi? Ça fonctionne grâce au fait qu'il se base déjà sur tout ce qui a été créé par le base Node à l'origine. Il se base sur toutes les installations des dev dépendances qui ont été créées par le npm install à ce niveau-là. Et du coup, ici, je suis capable de lancer mes tests. Dernière étape pour créer du coup ma release, donc l'élément que je vais déployer en production à la fin. Vous remarquerez ici que je vous avais dit que l'élément le plus, la base la plus logique que je pourrais avoir et la plus petite que je pourrais avoir pour déployer mon application, c'est la base. Donc en effet, je vais me baser sur cet élément-là. Cette fois-ci, je l'appelle release. Et puis là, un sujet assez intéressant, c'est le fameux copy. Le copy, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait récupérer des éléments de mon PC et les envoyer sur un conteneur. Là, on peut faire quelque chose de plus. On peut carrément dire, je copie un fichier depuis l'état d'un stage et je le place dans le conteneur. Donc, autrement dit, si je fais un copy-from dependencies, je fais référence à ce stage-là. Et dans ce stage-là, j'ai bien un dossier /home/app/prod-module qui existe, parce que je l'ai créé dans le dev dependencies, enfin, excusez-moi, dans le stage dependencies. Donc, je peux récupérer le contenu de ça et le placer, du coup, dans un dossier node module sur le nouveau conteneur. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il ne me reste plus qu'à passer mon application, à mettre le package JSON pour pouvoir lancer la commande. En vrai, je n'ai même pas besoin parce que mon package JSON a déjà été créé là. Donc, en fait, même cette partie-là, elle n'est même pas nécessaire. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai rajouté. Donc là, j'envoie mon application. J'envoie en gros sur le conteneur, donc sur l'image finale. Je lui dis que j'expose toujours sur le port 3000. Et cette fois-ci, je lance mon npm run start. Et donc, quand j'exécute tout ça, du coup, je crée une nouvelle image. Oups. Le filtre. Je crée une nouvelle image que j'appelle du coup V2. Et cette fois-ci, ma V2, comme vous pouvez voir ici, elle est passée à 58 mégas.
Est-ce que pour autant, le fonctionnement de mon application a changé? Je regarde ma V2, et à ce niveau-là, je prends du coup mon 003004, je reviens sur mon navigateur, je rentre 3004, et mon application fonctionne toujours. Et donc voilà, j'ai fait un peu le tour des différents éléments que je voulais présenter. Il est pile 16h, encore mieux, le timing est là. Et donc voilà, c'était juste pour vous montrer, globalement, on en avait à l'origine une image de 1 giga qui prenait du coup pas mal d'espace et qui permettait de déployer votre application. Et maintenant, à la fin, vous vous retrouvez avec une image de 58 mégas qui vous permettent également du coup de faire tourner votre application, mais du coup avec un espace beaucoup moindre que celui initialement prévu. Et du coup, voilà, merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Stop sharing, tac. Sinon, merci beaucoup. Déjà, merci à toi. Moi, j'avais une question. Moi, souvent, ce que j'utilise pour savoir comment est composé le stockage de mon image, c'est un utilitaire qui s'appelle Dive. Est-ce que genre, tu as déjà pu tester des trucs comme ça? Alors, c'est vrai que pour le coup, ça, en fait, ce qui est cool avec Dive, c'est que ça permet d'aller bien plus loin que ce que pourraient faire des Docker History, enfin images historiques, etc. Parce que du coup, alors pour ceux qui ne connaissent pas Dive, c'est un utilitaire assez sympathique. C'est un outil tiers qu'on utilise à côté. On fait un dive de Ubuntu, par exemple. C'est un outil qui permet de rentrer dans le système de fichiers du coup d'une image Docker qu'on parlait, et du coup en fait de voir layer par layer quelles ont été les applications, enfin excusez-moi, les fichiers qui ont été modifiés ou les modifications qui ont été apportées du coup par tel ou tel layer. Donc tout en haut ici, on retrouve les différentes layers finalement d'une application de l'image Ubuntu par exemple. Donc à chaque fois que je vais descendre, je vais pouvoir voir au niveau du système de fichiers les différences qui ont été apportées. Alors peut-être que j'ai pris une mauvaise exemple. Si tu présentes, on ne voit pas, hein, Samuel. Oui, c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai que je l'ai enlevé juste avant. Attends, du coup, tac, que je récupère une image que j'ai créée à l'instant. Docker image. Je réagis un petit peu par rapport à une image que j'ai créée. Tac. 2 secondes. Alors, dive, tac. Charge. Alors, tac, en attendant, partage d'écran, je le remets rapidement. Ok, a priori c'est bon. Et du coup, si je reviens tout à gauche, j'essaie de voir si j'arrive à faire un dive sur mon image perso à moi. Il met un peu de temps à réagir. Mais dans l'idée, en fait, c'est que vous allez avoir un écran qui va vous permettre du coup d'afficher les différentes layers que compose une image. Sinon, Pierre, je reviens sur Ubuntu et c'est pas très grave. Ça va aller plus vite. Tac. Je reviens sur mon DAI Ubuntu qui va aller plus vite. En fait, sur le côté à gauche, vous allez voir dans un instant les différentes layers d'une image, et du coup, en fonction au moment où vous allez descendre du coup dans l'arborescence des layers, vous allez pouvoir du coup voir les différences qui ont été apportées sur le système de fichiers au niveau de l'écran, au niveau du conteneur. Donc là, on retrouve les différents fichiers, et puis le système fichier, excusez-moi. Et puis sur la gauche, vous retrouvez tout en haut les différentes layers, et puis du coup la taille de chaque layer en question. Et à chaque fois, du coup, vous allez descendre ou monter, vous allez voir les différents éléments, comment ils sont lancés, et puis les modifications qui sont apportées. Alors pour le coup, là, elles ne se voient pas, mais globalement, vous allez avoir du vert quand ça a été ajouté, du rouge quand ça a été supprimé, et du orange quand ça a été modifié, ou bien du jaune, en fonction de comment on voit les choses. C'est un outil qui est plutôt intéressant. Alors, je ne sais plus qui est intervenu, mais c'est un outil plutôt intéressant pour avoir une idée de quels sont les layers qui te prennent le plus de place sur ton image, et du coup, peut-être de te focus sur ces layers-là en question pour savoir comment les optimiser un peu mieux, j'ai envie de dire, en soi. Mais en effet, pour le coup, c'est un très bon outil pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans le sens optimisation. Ok. Si tu avais fait des utilisations particulières et que tu veux partager, non, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à l'utiliser, peut-être un peu trop, mais au final, on peut s'en sortir carrément avec les bonnes pratiques que tu nous montres, je pense. Je sais pas si ça a un intérêt vraiment d'aller aussi loin dans l'analyse. Ouais, si tu veux partager un petit peu ce que tu as pu faire, n'hésite pas. Généralement, c'est quoi ton process à toi pour optimiser une image, du coup? Bon, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais du coup, oui, juste partir des bonnes pratiques. Et après, typiquement, j'utilisais Dive pour aller voir mon arborescence de fichiers pour vérifier, genre, je sais pas, tous les packages qui pouvaient rester si j'avais beaucoup de MO qui restaient dans un dossier en particulier.
Ok. Utiliser Ouais. surtout Dive pour ça. Ok, ouais, non, c'est un très bon cas d'utilisation pour le coup, c'est ça, c'est clairement c'est sympa. Ça permet d'avoir comment dire, un point de vue beaucoup plus précis de ce qui reste ou non des éléments que tu as pu lancer ou pas, du coup, et de clean up les derniers éléments que tu auras pu laisser par erreur, par oubli, quoi que ce soit, quoi. Non, clairement, c'est un cas d'utilisation très pratique, quoi. Ok. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, écoute. Avec plaisir. Alors, il y a le fait qu'il demande est-ce que j'ai ou est-ce qu'on a globalement quelqu'un d'autre va intervenir, il n'y a pas de sujet. Sur l'APK Insta Node vs Node Alpine. Non, j'avoue, j'ai pas d'avis particulier. J'ai même pas regardé quelle était la taille du Node Alpine en tant que tel. Si en soi, il y a vraiment le strict nécessaire et que c'est déjà plus petit que la version de base, j'ai envie de dire ouais, mais j'avoue, j'ai pas d'avis particulier. En fait, ça dépend de ta stack, j'ai l'impression. Typiquement, quand tu fais Alpine into APK install node, t'as pas Yarn, quoi, qui est un truc qui est souvent utilisé par les fronteux notamment. Et du coup, avec le Node 2.alpine, tu as Yarn et tu as plein d'autres outils qui peuvent être intéressants à utiliser. Mais je sais pas quel impact ça a sur la taille de ton image et sur. Enfin, forcément, tu as plus d'outils, donc c'est un peu plus vulnérable, mais je sais pas trop. Ouais, ça se tente à la limite de faire un pool de l'image et essayer de voir combien elle prend de taille. C'est Node 2.alpine le nom exact? C'est ça, je peux m'en tu m'as essayé. Hein. Ça doit être Node 2.alpine avec la version derrière, la version d'Alpine. Pour la tête, c'est vrai. Juste histoire de faire le test rapidement. Docker image. Je vais trouver Node Alpine. J'ai pas envie de faire mon. Upnode. Voilà, ça va être plus simple si je fais avec mon. Tac. Voilà. Node. Ah, ça va être celle-là du coup. 110 mégas. Ouais, je pense. Du coup, c'est à peu près équivalent à ce que tu avais avant, quoi. Ouais, c'est à peu près équivalent. C'est peut-être même plus léger en soi, si je dis pas de bêtises. Parce que du coup, la mienne, elle faisait peut-être 120, 121 en Ok. taille. Donc c'est Donc, peut-être ça a l'air de valoir le coup. petit, ouais. Peut-être même légèrement plus petit, ouais. Ouais, ça va être bien petit. Celle qui était basée sur Node de base, c'était celle-là. La première opti, je crois que c'est 126, celle que j'avais, celle où j'installe Node directement en la main. Donc ouais, c'est assez proche, mais je pense que du coup, peut-être qu'elle est plus opti, mais en général. Alors du coup, c'est ça, hein, c'est qu'au niveau d'optimisation, vous avez plein d'optimisations possibles en soi réalisables. L'idée, c'est de tâter un petit peu à gauche, à droite, et c'est de voir ce que vous pouvez améliorer pour que ça fasse l'affaire. Là, on a vu un cas d'utilisation. On pourrait avoir plus loin. On pourrait même faire des optimisations sur la dernière version que j'ai créée ici. Il y a forcément même des trucs à améliorer là-dessus pour gagner encore plus d'espace. Après, c'est une question de est-ce que vous voulez est-ce que pour le coup là, c'est beaucoup moins lisible, enfin, c'est peut-être un peu moins facile à comprendre que les versions d'avant. Il y aura toujours ce sujet-là de est-ce que c'est facile à maintenir ou pas facile à maintenir. Est-ce que du coup, l'espace que vous en gagnez, il est vraiment aussi important que ça, etc., etc. Donc, prenez toujours le fait de challenger un petit peu ces différents éléments-là pour trouver au juste compromis selon moi votre use case. Quoi. J'aurais peut-être une petite question. Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication au fait d'utiliser justement une image alpine sur tous les aspects sécurité et autres? Alors c'est vrai qu'il y a des sujets autour en soi, parce que les images alpines ne sont pas, de ma connaissance, les plus pratiques, enfin les plus security compliant. Je sais qu'on fait souvent appel à des images distroless quand on veut être plus proche des aspects sécurité. Est-ce que toi, tu vois des contre-indications, Fabien, sur l'utilisation des alpines en général en sécurité peut-être répondre que moi en soi. Faut réfléchir à c'est quoi ton risque, quoi. À quel point tu es prêt à. Enfin, ça dépend de ton contexte, quoi, en gros. Je pensais plus au fait que Alpine, de souvenir, utilisait MUSL au lieu de glibc et que ça pouvait introduire des bugs dans certains cas. Ouais, bon, là, on est sur des trucs un peu tricky quand même. Mais effectivement, oui. Après, est-ce que c'est mieux, enfin, d'avoir une petite distro
Moi, je préfère avoir une petite distro où tu auras moins de dépendance et moins de problèmes de dépendance, quitte à ce que le compiler, bon, il n'est pas opti, quoi. Que d'avoir un truc, que d'avoir une Debian qui vient avec des milliards de dépendances où il peut y avoir des vulnes, quoi. Ce qui est le cas généralement quand tu as une Debian. Ok, merci. Après, oui, l'optimal, comme disait Sama, c'est de faire du distroless et de même pas avoir de distribution sur le code que tu livres. Donc, j'utilisais Jib ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Jib, c'est un support pour le compte assez souvent en projet. Jib, ça marche très bien. Si jamais tu veux regarder un petit peu de ton côté. D'accord, merci. Avec plaisir. Écoutez, merci beaucoup. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce qu'en plus, on a un peu débordé. Merci en tout cas d'avoir participé et d'avoir suivi ces différentes bofs. Merci à Sébastien pour l'organisation et pour du coup à toute l'équipe qui est derrière qui a pu mettre tout ça en place. C'était vachement sympa. Et puis l'univers Play, il est plutôt cool. Ça rappelle des petits souvenirs à l'ancien un peu rétro. Sur ce, je vous laisse faire un petit tour à la cafette si vous voulez encore discuter avec les uns et avec les autres. Sinon, on se retrouve tous aux toilettes, hein, toujours pareil, pour ceux qui veulent. Quand je parle des toilettes, je parle bien sûr dans le jeu. Hein. et puis, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et puis, du coup, si on ne se revoit pas d'ici là, bon courage. Et puis, amusez-vous bien pour la suite. Peut-être que la track 1 n'est pas encore finie, si jamais le truc a été un peu plus long. La track 1 est vide. Ok, bon, ça, comme ça, c'est dit. Ça marche. Bon, je te laisse. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Merci. 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 Merci beaucoup.